Nous sommes à la Réserve fédérale de New York, le bâtiment le plus sécurisé du monde financier. Sur un serveur, dans un fichier de log que personne ne regarde en temps réel, une série d'ordres de paiement s'aligne, ligne après ligne. 1 milliard de dollars. Pas en cash, pas avec des masques et des fusils d'assaut, juste des lignes de code. Des codes SWIFT parfaitement formatés, envoyés depuis une banque centrale à l'autre bout du monde, la Bangladesh Bank. En apparence, tout est normal. Une banque centrale déplace ses fonds, rien de plus banal. Mais cette nuit-là, derrière ces messages, il n'y a pas de banquier. Il y a un groupe d'hackers d'élite, assis dans une petite pièce sombre quelque part en Asie, la Corée du Nord. Leur plan est aussi simple que monstrueux. Retourner l'arme la plus puissante du capitalisme, le réseau SWIFT, contre lui-même. Si tout se passe comme prévu, au lever du soleil, près d'1 milliard de dollars auront quitté les coffres de la Fed, traversé le globe à la vitesse de la lumière, blanchi dans des casinos aux Philippines et auront disparu à jamais. Personne n'aura forcé une porte, personne n'aura déclenché une alarme. Mais ce plan parfait, digne d'un film de science-fiction, va buter sur un détail ridicule. Une faute d'orthographe, une simple erreur de frappe, repérée par un employé, va transformer le plus grand braquage de l'histoire en un fiasco à 81 millions de dollars. Alors comment des pirates d'État ont-ils réussi à pénétrer le cœur du système bancaire mondial? Et surtout, si eux ont pu le faire, qui nous dit que votre argent est encore en sécurité ce soir? Pour comprendre ce braquage, il faut oublier la haute technologie de New York et aller à Dhaka, au Bangladesh. La Bangladesh Bank. C'est la banque centrale du pays. C'est l'équivalent de la Banque de France. Sur le papier, c'est une forteresse. Dans la réalité, c'est un bâtiment aux murs défraîchis, où la cybersécurité est traitée comme une dépense inutile. À l'intérieur, se trouve le Saint Graal, un terminal SWIFT. SWIFT, c'est le WhatsApp des banques. C'est un système de messagerie sécurisé qui permet de dire « Je te dois 10 millions, prends-les sur mon compte ». Si vous contrôlez le terminal SWIFT d'une banque, vous devenez la banque. Vous pouvez ordonner à la Fed de New York « Virez tout ce qu'on a sur tel ou tel compte ». Et la Fed, si le message a les bons codes, obéit. C'est une machine, elle ne juge pas, elle exécute. Les hackers, qu'on identifiera plus tard comme le Lazarus Group, ont compris ça. Ils ne vont pas attaquer la Fed, trop robuste. Ils vont attaquer le maillon faible. Pendant des mois, ils infiltrent la Bangladesh Bank. Pas en force, en douceur. Des emails piégés, envoyés à des employés distraits. Ouvrez ce CV, regardez cette facture. Un clic, c'est tout ce qu'il a fallu. Une fois dedans, ils ne volent rien, ils observent. Pendant des semaines, ils apprennent comment les employés parlent, à quelle heure ils prennent leur pause, comment ils rédigent les messages SWIFT. Ils deviennent invisibles. Leur audace est terrifiante. Ils vont jusqu'à pirater l'imprimante de la banque. Pourquoi? Parce que la banque imprime physiquement les confirmations de virement chaque matin pour les vérifier. Les hackers modifient le code de l'imprimante pour qu'elle oublie d'imprimer les virements frauduleux. Le braquage parfait n'est pas celui que l'on peut arrêter, c'est celui qu'on ne peut même pas voir. La date est choisie avec un cynisme absolu, le jeudi 4 février 2016. À Dhaka, il est 20h. Les bureaux de la Banque centrale sont déserts. Au Bangladesh, le week-end commence le vendredi. Pour eux, la semaine est finie. Les gardiens font leur ronde. Les serveurs bourdonnent dans l'obscurité. À New York, c'est encore jeudi matin. La Fed est ouverte, les traders boivent leur café. Mais le véritable coup de génie des hackers, c'est ce qui va se passer 72 heures plus tard. Le lundi suivant, c'est le nouvel an chinois. Toute l'Asie sera à l'arrêt, les banques fermées, les régulateurs en vacances. Ils ont créé une fenêtre morte de 4 jours. Un tunnel temporel où personne, nulle part sur la planète, ne décrochera son téléphone pour vérifier une transaction. 96 heures de silence radio. Les hackers, invisibles dans le réseau depuis des mois, prennent le contrôle du terminal SWIFT. Ils n'ont pas besoin de casser le code. Ils ont les identifiants légitimes des employés. Ils commencent à saisir les ordres. Pas un, pas deux, 35 ordres de virement consécutifs.
Total, 951 millions de dollars, presque 1 milliard. La destination ? Ce n'est pas un compte offshore au Caïmans. L'argent est dirigé vers 4 comptes privés très spécifiques, ouverts des mois plus tôt à la RCBC Bank, dans une succursale précise, celle de Jupiter Street, à Manille, aux Philippines. Ces comptes sont fascinants. Ils sont au nom de 4 individus. Michael Cruz, Jesse Christopher Lagrossas, Enrico Teodoro Vasquez et Alfred Vergara. Retenez bien ces noms, car ces personnes n'existent pas. Ce sont des comptes fantômes, ouverts en mai 2015 avec 500 € chacun, laissés en sommeil pendant 1 an, attendant ce moment précis pour recevoir une pluie de millions. Les messages partent. À New York, le système automatisé de la Fed reçoit les ordres. Les codes SWIFT sont bons. Les signatures cryptographiques sont authentiques. Pour la machine, c'est le gouverneur de la Banque du Bangladesh qui demande ses virements. La Fed s'exécute, l'argent commence à couler. Les premiers millions quittent les coffres numériques de New York. 6 millions, 20 millions, 30 millions. Ils traversent l'océan Pacifique à la vitesse de la lumière et atterrissent aux Philippines. Pendant ce temps, à Dhaka, au 10e étage de la banque, l'imprimante qui devait cracher les traces papier est muette. Rappelez-vous, les hackers ont corrompu son logiciel. Les employés arrivent le matin, voient un plateau de sortie vide et se disent « journée calme ». Ils vont prendre un thé. Mais sous leurs pieds, dans les câbles de fibre optique, une fortune nationale est en train de s'évaporer. À New York, quelque chose cloche. Le système de la Fed, bien qu'automatisé, a des filtres de sécurité. Et le volume est trop gros, trop soudain. Et surtout, les noms des bénéficiaires sont bizarres. La plupart des transactions sont bloquées pour vérification de conformité. Mais 5 d'entre elles sont passées à travers les mailles du filet. Et là, le destin intervient, le grain de sable. Un des virements de 20 millions part vers une ONG au Sri Lanka, supposée appelée Shalika Foundation. Mais les hackers, peut-être fatigués, peut-être stressés, ont fait une faute de frappe. Ils ont écrit Foundation, avec un A. Un banquier allemand de la Deutsche Bank, servant d'intermédiaire pour ce transfert, voit passer le mot Foundation sur son écran. Il ne connaît pas cette organisation et cette faute d'orthographe. Ça ne fait pas sérieux pour 20 millions de dollars. Il appuie sur un bouton, Stop. Il bloque la transaction pour demander une correction. C'est le premier domino qui refuse de tomber. La Fed, alertée par ce blocage, gèle les transactions restantes. Le casse du siècle vient d'être stoppé par une faute d'orthographe. Mais c'est trop tard pour 4 transactions. 81 millions de dollars sont déjà partis. Ils sont arrivés à destination, à la RCBC Bank de Jupiter Street. Et là commence la deuxième phase. Le blanchiment. L'argent atterrit sur les comptes de la banque RCBC à Manille le vendredi 5 février. Normalement, une banque voyant arriver 81 millions de dollars sur des comptes dormants d'inconnus gèle tout immédiatement. C'est la procédure anti-blanchiment de base. Mais ici, entre en scène un personnage clé, Maya Deguito. Elle est la directrice de la succursale de Jupiter Street. Malgré les alertes rouges qui clignotent sur son système, malgré une demande de stop payment qui finira par arriver de la Fed, elle prend une décision fatale. Elle crédite les comptes. Elle ouvre les vannes. Le but des hackers est maintenant une course contre la montre. Briser la chaîne numérique pour rendre l'argent intraçable. La méthode choisie ? Le junket, les casinos. Aux Philippines à l'époque, les casinos sont le trou noir de la finance mondiale. Une zone grise juridique, exemptée des lois strictes contre le blanchiment d'argent. Si vous entrez avec de l'argent sale et sortez avec des jetons, l'argent devient propre. L'argent est transféré à une société de change appelée Philrem Service Corp. C'est ici que le virtuel devient réel. Philrem convertit les dollars en pesos philippins. C'est une somme tellement colossale qu'elle sature le marché d'échange local. On assiste alors à des scènes dignes d'un mauvais film. Pendant plusieurs jours, des employés de Philrem bourrent des valises et des sacs de sport avec des liasses de billets. Des millions en cash sont livrés physiquement dans les salons VIP de 2 casinos majeurs, le Soleil Resort et le Midas Hotel. L'argent est remis à des junket opérateurs, des intermédiaires qui organisent des voyages de jeu pour les gros parieurs chinois. L'un d'eux, un certain Kim Wong, recevra près de 1 milliard de pesos. L'argent sale est converti en dead chips, des jetons qui ne peuvent pas être échangés contre du cash, ils doivent être joués. Alors on joue. Dans les salons privés, loin des caméras, des hommes de paille jouent au baccarat. Ils misent gros, ils perdent un peu, ils gagnent un peu.
Le but n'est pas de gagner, le but est de faire tourner l'argent. Une fois les jetons joués et regagnés, ils sont échangés à la caisse. Le casino remet un chèque ou du cash. Magie. Juridiquement, cet argent est maintenant gain de jeu. Il est propre. Pendant ce temps à Dhaka, c'est la panique totale. La Bangladesh Bank a enfin réalisé l'horreur. Ils ont redémarré les serveurs et vu des trous dans la comptabilité. Ils essaient d'appeler la banque philippine. Ils envoient des fax désespérés. Stoppez tout. C'est un vol. Rendez l'argent. Mais à Manille, c'est le week-end du Nouvel An chinois. Les bureaux sont vides. Les téléphones sonnent dans le vide. Les fax s'empilent sur des machines que personne ne regarde. Ce n'est que le mardi, quand les banquiers philippins reviennent de vacances, qu'ils lisent les messages. Trop tard. Les comptes de Jupiter Street sont vides. Les 81 millions se sont évaporés dans la nuit asiatique, dissous dans l'économie souterraine des casinos, probablement transférés vers Macao, ou renvoyés en cash vers la Corée du Nord par valise diplomatique. Quand la poussière retombe, le monde ne réalise pas juste qu'il y a eu un vol. Il réalise qu'il vient d'assister à une déclaration de guerre d'un nouveau genre. Le FBI entre en scène. Les enquêteurs numériques de FireEye et BAE Systems désossent le code malveillant utilisé. Ils y trouvent une signature, une empreinte digitale numérique. Le code utilisé pour pirater la Bangladesh Bank contient des fragments identiques à celui utilisé lors du piratage de Sony Pictures en 2014. Le coupable a un nom, le Lazarus Group. Lazarus n'est pas un collectif d'adolescents dans une cave, c'est le bureau 121, l'unité de guerre cybernétique de la Corée du Nord. Pour la première fois de l'histoire, on a la preuve tangible qu'un État souverain utilise le crime organisé pour financer son budget national. Un pays membre de l'ONU braque des banques comme un gangster pour contourner les sanctions internationales et, selon les experts, financer directement son programme de missiles nucléaires. Les conséquences humaines et politiques sont brutales. Au Bangladesh, le gouverneur de la banque centrale, Atiur Rahman, est forcé à la démission. Il apprend le vol par la presse des semaines après les faits. Une humiliation nationale. Aux Philippines, Maya de Guito, la directrice de banque qui a validé les virements, est la seule à payer le prix fort. Elle sera condamnée à plusieurs années de prison pour blanchiment d'argent. La banque RCBC écope d'une amende record. La Fed de New York, bien qu'ayant techniquement suivi les ordres, voit sa réputation de forteresse imprenable ébranlée. Comment ont-ils pu laisser passer 81 millions vers des comptes inconnus aux Philippines? Mais la question la plus douloureuse demeure. Où est l'argent? Kim Wong, l'opérateur de casino, finira par rendre environ 15 millions de dollars aux autorités philippines, affirmant qu'il ne savait pas que l'argent était volé. C'est tout. Sur les 81 millions, à peine 15 millions reviendront à Dhaka. Les 66 millions restants? Disparus, volatilisés, probablement finis par payer des composants de centrifugeuses ou du carburant pour fusée Pyongyang. Cette histoire ressemble à un film d'Hollywood, mais la leçon qu'elle nous laisse est glaçante. Pour n'importe quel business, et même pour vous. Nous vivons dans un monde où nous dépensons des milliards pour construire des murs numériques, des pare-feux, de la biométrie, des cryptages militaires. Nous pensons que la technologie nous protège, que la machine est infaillible. Mais le cas de la Bangladesh Bank n'a pas réussi grâce à une technologie supérieure ou à un super ordinateur quantique. Il a réussi grâce à la négligence la plus banale. Un routeur à $10 mal configuré, acheté d'occasion, qui ne séparait pas le réseau Swift des ordinateurs de bureau. Une imprimante laissée sans surveillance. Et surtout, la faille humaine. Un employé qui clique sur un lien. Et une directrice qui ignore une procédure. Le système financier mondial déplace des trilliards de dollars chaque jour. Il repose sur des câbles sous-marins et des serveurs, oui. Mais il ne tient en réalité que par un fil. La confiance. La Fed a fait confiance au message Swift. La banque philippine a fait confiance au nouveau compte. Tout le monde a supposé que quelqu'un d'autre vérifierait. Ce braquage nous apprend une chose fondamentale. Votre sécurité ne vaut que ce que vaut votre maillon le plus faible. Et souvent, ce maillon, c'est vous. Le cas de la Bangladesh Bank n'est pas qu'une histoire passée. Depuis, des milliards ont été investis dans la cybersécurité, des protocoles renforcés, des équipes d'experts mobilisées. Pourtant, la menace évolue plus vite que la défense. En juin 2025, la banque SEPA, une institution iranienne ciblée par des sanctions internationales pour ses liens avec les programmes de missiles et nucléaires, a été victime d'une cyberattaque majeure. Les hackers ont revendiqué l'accès aux données de plus de 42 millions de clients, révélant numéros de compte, mots de passe et historique de transactions.
Une preuve supplémentaire que l'illusion de sécurité persiste et que personne n'est à l'abri. Si la cybercriminalité financière vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines enquêtes. Laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Commentez si vous avez déjà été victime.